Bonjour à tout le monde et merci de me proposer de passer l'après-midi ici. Voilà, pour commencer, je voulais présenter ce graphique. Donc ça essaye de montrer que les taux d'accroissement démographique semblent globalement corrélés au prix du pétrole. Donc les prix du pétrole sont la ligne noire et les taux d'accroissement démographique sont les bâtons rouges. Donc la question en fait que ça pose, c'est ce graphique, c'est est-ce que c'est un signe finalement de la marchandisation de l'immigration vers les pays du Golfe? En d'autres termes, est-ce que les flux de migrants vont évoluer en fonction des niveaux de l'économie, des caractéristiques de l'économie? Donc effectivement, ça paraît être le cas jusqu'à la fin des années 2000, comme vous pouvez le voir. Mais on voit qu'à partir de la fin des années 2000, donc là où j'ai mis une grosse flèche noire, ça semble se décrocher en fait. Et la période de la fin des années 2000, début des années 2010, c'est une période assez particulière dans le monde entier, mais pour le Golfe particulièrement. C'est une période de réformes économiques assez intense, des efforts de diversification économique de la part des pays du Golfe, en particulier des tentatives de sortir les économies de la région de leur dépendance aux hydrocarbures, et aussi l'émergence, on s'aperçoit que les nationaux souffrent du chômage, donc c'est les politiques qui sont mises en place cherchent à lutter contre le chômage des nationaux. Et bien sûr, après 2011, comme vous le savez, c'est la période des révoltes arabes et de leur poursuite à travers la région. Donc en fait, dans cet exposé, je vais essayer de montrer qu'à partir de cette période-là, on voit en fait une politisation accrue et l'émergence, ou plutôt d'ailleurs le retour d'une perception de la question migratoire comme un enjeu de sécurité dans les pays du Golfe. Donc les questions que je vais poser dans l'ordre en fait, de là où je vais les aborder, c'est quelles sont les caractéristiques des migrants dans les pays du Golfe? Est-ce qu'ils sont constitutifs de sociétés nationales avec les ressortissants de ces pays? Ensuite, quels sont les nouveaux enjeux des migrations depuis la fin des années 2000? Et pourquoi est-ce que ces migrations en fait, deviennent un enjeu de sécurité? Et quelle est la conséquence de ces changements de contexte en fait, sur la situation des migrants dans la région? Et aussi comment ça va influencer sur le volume, comment ça va influencer le volume et la structure des flux migratoires. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais baser cet exposé sur des données statistiques et démographiques. Donc j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif. Et ce sont principalement des données statistiques qui sont produites par les pays du Golfe eux-mêmes. Je n'utilise pas les données des Nations Unies. Donc pour commencer, quelles sont les caractéristiques de l'évolution et du profil des étrangers dans les pays du Golfe? Alors, ce qu'on voit en fait, la chose la plus marquante qu'il faut préciser, c'est que les étrangers depuis les années 50-70 ont énormément augmenté en nombre dans la région. Et c'est donc ce qui veut dire que les sociétés du Golfe sont très profondément marquées par l'immigration. Les pays du Golfe, l'immigration est un phénomène vraiment structurel dans la constitution des populations et des sociétés dans le Golfe. Par exemple, la population totale des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, comme vous voyez, donc elle était de 4 millions seulement en 1950. Là, vous voyez qu'elle est passée maintenant à environ 56 millions. Dans les petits pays du Golfe, le Qatar et les Émirats arabes unis, l'évolution sous l'effet des populations totales, sous l'effet de l'immigration est encore plus marquante. Par exemple, aux Émirats arabes unis, la population avant 1973 était de 70 000 personnes et elle est maintenant d'à peu près 9 millions, ce qui veut dire une multiplication par 128. C'est quand même énorme. Le nombre d'étrangers en tout a été multiplié par 15 dans l'ensemble de la région depuis 1975. Il était à l'époque d'environ 2 millions et maintenant il est d'environ 30 millions, comme vous pouvez voir ici sur le tableau. Il y a eu d'ailleurs la période des années 2000 a été une période d'augmentation particulièrement rapide. La population étrangère a doublé de 12 millions en 2000 à 24 millions en 2010. Et la population d'étrangers dans la population totale de ces pays a évolué de 21% à 52% de nos jours. Mais quand on regarde par exemple la situation au Qatar et aux Émirats arabes unis, les étrangers constituent jusqu'à plus de 80% des populations résidentes. Donc ces populations étrangères sont complètement constitutives des sociétés du Golfe. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que
population étrangère dans le Golfe ne signifie pas forcément des personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont des résidents récents. Dans le Golfe, il n'y a pas de possibilité de droit du sol, donc les étrangers, même s'ils sont nés sur place, ne pourront pas, sauf rares exceptions, obtenir la nationalité du pays dans lequel ils sont nés. Donc on a quelquefois des familles qui sont installées depuis 3 ou 4 générations et qui sont toujours étrangères. Donc, en termes de... Là, donc, vous avez vu les proportions d'étrangers qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas du Qatar et des Émirats arabes unis, particulièrement importantes, au-delà de 80%. Quels sont les profils des nationalités qui sont les plus nombreuses dans cette région? Donc, globalement, les nationalités les plus nombreuses, l'origine la plus massive, ce sont les personnes qui viennent du continent asiatique. La domination numérique la plus marquante, c'est en fait les ressortissants indiens. On a aussi les Bangladeshis ou les Bengalis, les Pakistanais, les Philippins, et dans les populations arabes, ce sera essentiellement des Égyptiens. Les données de la Banque mondiale, d'ailleurs, disent que le corridor migratoire, en fait, qui va de l'Asie du Sud-Est au pays du Golfe, en fait, c'est le premier corridor migratoire sud-sud. Et par exemple, pour les ressortissants indiens, le premier pays d'immigration, c'est plutôt Inde, Arabie Saoudite et Inde, Émirats arabes unis. Ça fait partie des 10 principaux corridors migratoires dans le monde. Et l'Arabie Saoudite est également la principale destination pour les Indonésiens, pour les Bangladeshis et pour les Pakistanais. Donc vraiment, le pays du Golfe est complètement marqué par la question migratoire. Pour ce qui est des travailleurs arabes, le Golfe est aussi la première destination, la principale destination pour les Moyen-Orientaux, à savoir les Égyptiens, les Jordaniens, les Palestiniens. Quand on regarde l'évolution en fait par nationalité, on voit qu'au cours des années 2000, l'émigration arabe a repris un peu vers le Golfe. Il faut savoir que dans les années 80, comme on peut voir ici sur le graphique, elle avait beaucoup diminué parce que les pays du Golfe avaient décidé de remplacer progressivement les travailleurs arabes par des travailleurs asiatiques qui trouvaient moins cher à employer et surtout moins actifs politiquement. Donc les travailleurs arabes sont rentrés en grand nombre dans leur pays d'origine à partir du milieu des années 80. Donc, mais là, on voit que depuis le début des années 2000, en fait, il y a une espèce de retour, en quelque sorte, des Arabes vers le Golfe. Une autre chose qui est très intéressante et importante à mentionner aussi, c'est que, il y a une diversification croissante des nationalités qui sont accueillies comme travailleurs dans le Golfe. À l'origine, c'était donc, comme on disait, essentiellement des Arabes. Ensuite, les Asiatiques sont venus à partir des années 70-80. Maintenant, à partir des années 2000-2010, on voit l'introduction des pays d'Asie qui n'étaient pas tellement présents dans le Golfe auparavant, mais surtout, on voit aussi une arrivée de ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, une diversification des nationalités. Par exemple, le secteur des services domestiques s'est mis à employer beaucoup d'Éthiopiennes. Il y a aussi des Kenyanes, des Ghanéennes, des Érythréennes, des Somaliens. Alors les Somaliens travaillent dans le secteur des services domestiques, mais les hommes sont aussi assez présents. Ils travaillent souvent comme chauffeurs et comme employés dans certains hôtels. On a même des Tanzaniens qui sont assez nombreux, par exemple à Oman. On a des Ougandais, on a même des Malgaches qui sont théoriquement, en principe, des personnes étant francophones qui vont essentiellement vers l'Europe de l'Ouest. On a aussi des efforts des pays du Golfe pour se diversifier vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest francophones comme le Mali. Donc ce sont souvent des femmes qui sont employées dans les services domestiques. Dans certains secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme, on a aussi de plus en plus de personnes originaires de l'Europe de l'Est. Alors, en fait, on peut se demander pourquoi cette diversification des nationalités qui sont appelées dans le Golfe. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, certaines nationalités sont extrêmement nombreuses, en particulier les Indiens, les Pakistanais, les Bengalis, selon le pays. Et ça pose un vrai problème politique, en particulier dans les tout petits pays de la région. Par exemple, les Qataris, ils sont simplement au nombre de 300 000, 310 000. Donc ça, c'est des données qui datent de 2016. Or, les Indiens au Qatar, eux, sont 650 000. Les Népalais sont 400 000. Ce qui veut dire qu'au Qatar,
il y a plus d'étrangers, certaines nationalités sont plus nombreuses que les nationaux. Aux Émirats arabes unis, c'est la même chose. Les Émiriens sont un peu moins de 1 million en 2014. Or, les Indiens aux Émirats arabes unis sont au nombre de 2,6 millions. Les Pakistanais, 1,2 million. Ce qui veut dire qu'en fait, les Indiens, par exemple, sont 2 fois plus nombreux que les Qataris et 3 fois plus nombreux que les Émiratis. Donc, ça a posé un problème démographique et politique. Et les pays du Golfe ont cherché à diversifier de plus en plus les nationalités qu'ils font venir pour travailler. Pour ce qui est des profils de ces travailleurs, de ces personnes étrangères, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont essentiellement des travailleurs. Donc, le taux d'activité des personnes étrangères évolue à peu près entre 73% de tous les étrangers et ça va jusqu'à 93%, par exemple au Qatar. Pour ce qui est des locaux, c'est beaucoup moins important. Les nationaux sont en moyenne, par exemple, j'ai des chiffres pour l'Arabie saoudite, les Saoudiens sont actifs uniquement à 42%. Pour ce qui est des hommes étrangers en Arabie saoudite, 93% d'entre eux sont actifs économiquement. Au Qatar, au Bahreïn, ça va être 98%. Même les femmes, c'est un petit peu moins, mais ça reste aussi important. Ça va jusqu'à 66% au Koweït. Par contre, on va dire les hommes koweïtiens, c'est la moitié d'entre eux qui travaillent. On parle des personnes qui sont de 15 ans et plus, bien sûr. Les femmes koweïtiennes, c'est à peu près 40% de femmes qui sont actives. Donc on voit que les nationaux sont beaucoup moins souvent actifs en moyenne que les étrangers. Et la part des étrangers, comme on voit ici, dans la population employée, comme on voit sur ce graphique, elle est supérieure en fait à leur part dans les populations totales. Pour ce qui est des femmes étrangères, elles sont principalement employées dans le secteur domestique, donc ça va de 75% des femmes étrangères employées dans le secteur domestique. Donc, les secteurs domestiques, c'est les secteurs qui exercent une activité au sein des ménages, à savoir, ça va être par exemple une personne qui nettoie, une femme de ménage, ou une personne qui s'occupe des enfants. Ça peut être un cuisinier, une cuisinière, un chauffeur. Ce sont des personnes qui sont classifiées comme employées dans le secteur domestique. En fait, on estime qu'il y a à peu près 3,8 millions de travailleurs domestiques étrangers dans le Golfe, et c'est des secteurs qui sont uniquement où on emploie uniquement des étrangers. Les nationaux ne sont pas employés dans le secteur domestique. C'est considéré comme des activités qui s'exercent au sein des ménages, donc elles sont pas prisées, elles sont pas envisageable qu'on ait un concitoyen qui travaille sous les ordres d'une famille locale, alors qu'un étranger, c'est on va dire moins sensible. Pour ce qui est des niveaux de qualification, les hommes sont... Alors, il y a une partie évidemment des travailleurs étrangers qui sont hautement qualifiés. La population, leur proportion va varier en fonction des pays et des types d'économies qu'il y a dans chacun des pays. Les 6 pays sont assez différents les uns des autres. Donc ça va de 9% de hautement qualifiés au Koweït et à Oman à 35% d'étrangers hautement qualifiés. Donc c'est les personnes qui sont managers, qui sont techniciens de haut niveau. Mais la grande partie de ces travailleurs étrangers est en fait peu qualifiée. Ça va de 50 à 70% des étrangers dans les pays du Golfe. Le secteur qui emploie le plus d'immigrés, c'est le secteur de la construction. En fait, ça emploie de 30 à 50% des hommes étrangers. Donc j'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est des femmes étrangères, c'est essentiellement les travailleurs domestiques. L'industrie emploie également une grande partie des travailleurs étrangers. Mais en fait, ce qu'il faut voir plus généralement, c'est qu'il y a en fait une ségrégation, on peut dire en général, une ségrégation en fonction du sexe et de la nationalité sur les marchés du travail. Enfin là, c'est en fait jusqu'à récemment. Ici, c'est des données pour 2010. C'est l'exemple de l'Arabie saoudite. Donc ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que les nationaux sont employés massivement dans le secteur public. Enfin, c'était le cas jusqu'en 2010 et c'est en train de changer un petit peu maintenant. Alors que les expatriés sont essentiellement employés dans le secteur privé pour les hommes et dans le secteur domestique pour les femmes. Donc les Saoudiens sont en vert et les étrangers sont en rouge. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment une ségrégation en fonction de l'origine et en fonction du sexe.
Autre élément de description des communautés étrangères dans le Golfe, comme on dit que c'est une majorité de travailleurs, en fait, il y a peu de personnes inactives et ces travailleurs sont très rarement accompagnés des membres de leur famille. Le regroupement familial est relativement difficile. Par exemple, des chiffres pour le Qatar, seulement en 2015, seulement 7% des résidents étrangers de plus de 15 ans étaient inactifs. À Dubaï, c'était à peu près la même période, c'était quand même 15%. La plupart des inactifs sont d'ailleurs des époux et des épouses d'hommes qui travaillent, et 24% étaient des étudiants ou des jeunes scolarisés de plus de 15 ans. Également, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces populations sont caractérisées par le fait qu'il y a très peu de réfugiés dans les pays du Golfe. Pourquoi ? Les pays du Golfe ne sont pas signataires de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, ni du protocole de 1967. Par contre, évidemment, les pays du Golfe reçoivent des réfugiés de facto. Simplement, ces personnes doivent entrer et résider dans les pays du Golfe, en fait, comme travailleurs ou bien au titre de la réunification familiale, quand le travailleur est en mesure de faire venir sa famille. Alors, qui sont les réfugiés de facto dans les pays du Golfe ? C'est essentiellement des Palestiniens. Ça va être aussi des Rohingyas, qui sont réfugiés de Birmanie. Ça va être des Afghans. Et plus récemment, ça va être des Syriens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils sont accueillis essentiellement comme travailleurs. Et on va dire que leur venue est facilitée dans certains pays, en particulier le Koweït et l'Arabie saoudite, sur la base d'un discours de solidarité islamique. Alors, les pays du Golfe ont été épinglés à partir de 2015 sur le fait qu'ils recevaient très peu aucun réfugié. Bon, effectivement, dans les faits, le statut de réfugié n'existe pas dans les pays du Golfe, mais pourtant, les quelques chiffres dont on peut disposer, parce qu'ils sont quand même très peu nombreux, montrent que, bon, par exemple, aux Émirats, non, c'était au Qatar, il y avait quand même 40 000 Syriens qui disposaient d'une carte de séjour et 20 000 visiteurs. Donc ça, c'était les données fournies par l'ambassade. Les universités qataries ont aussi accueilli beaucoup d'étudiants syriens dans les universités publiques, donc gratuites. Leur nombre a été multiplié par 4 entre 2011 et 2015. En Arabie saoudite, alors l'Arabie saoudite avait toute une campagne de communication sur le fait qu'elle avait accueilli 2,5 millions de réfugiés syriens. Alors, on ne les a pas vus, les 2,5 millions. Vraiment, en regardant les chiffres, on n'en voit pas trace. Par contre, il est vrai que l'Arabie saoudite a accueilli s'occupe d'un certain nombre de personnes qui sont considérées comme réfugiés. Donc, ça va être des Yéménites et des Syriens. Il y a à peu près 600 000 Yéménites qui sont réfugiés et pris en charge par des organisations charitables saoudiennes, et à peu près 300 000 Syriens, dont environ 100 000 élèves qui sont scolarisés gratuitement dans les établissements scolaires publics, que ce soit école ou université. Ils ne sont pas vraiment protégés, mais c'est vrai que ces personnes, il y a eu une sorte de tolérance sur le fait que quand leur carte de séjour arrivait à expiration et qu'évidemment ils ne pouvaient pas s'adresser par exemple à leur ambassade pour renouveler les documents nécessaires au renouvellement de la carte de séjour, il y a eu une sorte de tolérance sur le fait qu'ils pouvaient séjourner dans les faits d'une manière illégale en attendant de pouvoir retourner dans leur pays d'origine à la fin de la guerre. Donc il n'y a pas eu de documents de déportation, comme c'est le cas d'habitude quand ces réfugiés avaient des documents de séjour expirés. Maintenant, c'est vrai que les pays du Golfe ont tendance à considérer que la guerre en Syrie est terminée. Donc il y a certains pays comme le Koweït qui voudraient bien que ces personnes retournent en Syrie. Effectivement, ça pose un problème de sécurité. Donc, conséquence de ce profil particulier des communautés étrangères dans le Golfe, ce sont des communautés qui sont extrêmement déséquilibrées démographiquement. Donc ici, on voit que c'est donc à gauche. Alors, je suis désolée, c'est un graphique qui est en arabe. On voit à gauche les populations étrangères dans l'ensemble des 6 pays du Golfe. Donc on voit qu'il y a une surreprésentation masculine qui est extrêmement manifeste. Donc c'est les bleus à gauche. Une surreprésentation masculine, ça va donc de 239 hommes pour 100 femmes en moyenne à Koweït à presque 500 hommes pour 100 femmes en moyenne au Qatar et à Oman.
Il y a également une surreprésentation des classes d'âge des actifs. Donc on voit, c'est la partie la classe d'âge, le groupe d'âge 15-64 ans. Donc c'est le cas pour tous les pays de la région, hein. Et les moins de 15 ans ne forment que 5 à 15% des populations étrangères totales. Évidemment, ce n'est pas le cas chez les nationaux. Les 15-64 ans, pour le coup, eux représentent 60% des populations nationales et les moins de 15 ans représentent de 30 à 40%. Donc évidemment, quand on voit ces profils extrêmement différents entre les populations nationales et les populations étrangères, on peut se demander si les sociétés du Golfe sont réellement des sociétés. Est-ce que les étrangers et les nationaux forment des sociétés ? Dans la mesure où on voit que les nationaux, ce sont des familles, ils sont équilibrés démographiquement, mais les étrangers, à l'inverse, sont principalement des hommes actifs, plutôt d'âge jeune, et qu'il existe aussi une ségrégation entre nationaux et étrangers dans l'économie. Donc, quand on voit, en fait, quand on regarde les caractéristiques des deux populations, quand on les compare, on serait tenté de dire, en fait, qu'il n'existe pas vraiment une seule société, mais il existerait plutôt deux sociétés, les étrangers d'un côté et les nationaux de l'autre, mais également des économies qui sont différentes selon que les secteurs emploient les nationaux ou des étrangers. Donc, en termes de conditions de vie, est-ce que ces profils particuliers signalent en fait une absence de droits et, comme on disait dans le titre de la communication, une marchandisation des migrants? Alors, au niveau des droits, effectivement, les pays du Golfe ne sont pas des pays d'immigration. Ils ne se représentent pas comme des pays d'immigration. Les étrangers sont considérés comme des résidents temporaires qui sont soumis strictement aux conditions de leur contrat de travail, quelles qu'elles soient. C'est l'emploi qui va conditionner le séjour dans le Golfe, et la durée du contrat de travail, en fait, c'est elle qui conditionne la durée du séjour de l'étranger dans le Golfe. Un étranger est supposé quitter le pays qu'il emploie à l'expiration de son contrat de travail. Il n'y a pas de dispositif d'installation des étrangers officiellement à long terme dans les pays du Golfe. Officiellement encore, pas d'accès à la naturalisation, même comme je disais au début, pour les descendants d'étrangers qui sont nés dans le pays d'accueil. Et en fait, il n'y a pas de droit du sol. Les migrants ne sont pas considérés comme des migrants. En arabe, on ne dit pas le mot migrant, on dit le mot invité. Donc ça veut dire que ça aura évidemment des implications importantes en termes de droits, c'est-à-dire que ces personnes sont complètement distinguées des nationaux, donc elles disposent de moins de droits sociaux et politiques, ou en tout cas, ces droits politiques, pas grand monde en a dans le Golfe de toute façon, mais les droits sociaux sont définis essentiellement par les termes du contrat de travail. Une autre caractéristique des politiques migratoires dans la région, c'est la question de la kafala. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, on en parle pas mal dans la presse, ça fait beaucoup débat. La kafala, donc le sponsorship ou le parrainage en français. Donc c'est une institution qui est un élément réellement structurel de l'interaction entre les nationaux et les étrangers dans les pays du Golfe. Alors, ce n'est pas que dans les pays du Golfe, d'ailleurs, que la kafala existe, c'est aussi en Jordanie et au Liban. Et ce système du parrainage ou du sponsorship va avoir des implications très importantes sur le statut des migrants. Donc, les caractéristiques du parrainage, c'est quoi? C'est que l'État, dans ces pays, va déléguer aux citoyens la gestion des migrants et du rythme et du volume des migrations. Donc, le sponsor peut être un individu ou une entreprise. Il sera nécessairement l'employeur du migrant et il est en charge d'organiser l'immigration, de négocier avec les différents ministères concernés l'obtention des permis de travail, permis de résidence, etc. Et le sponsor va assumer la responsabilité économique, sociale et légale du migrant. Mais en retour, il a un pouvoir sur le migrant, c'est-à-dire que le sponsor va contrôler les conditions de travail et le montant du salaire du migrant, sa mobilité sur le marché du travail, comme c'est le sponsor qui décide où l'étranger va être employé, et on ne peut pas changer de métier, changer de profession sans l'accord de son kafil. Également, il va contrôler les mouvements de l'étranger dans l'espace. Donc on a entendu beaucoup parler de la rétention des passeports dans ces pays-là, des passeports des étrangers par leurs sponsors.
Donc on peut dire que cette institution du sponsorship va donner aux employeurs la possibilité à la fois de contrôler la mobilité professionnelle des employés et aussi de décider du nombre de travailleurs que le sponsor va employer, ou également du nombre de travailleurs qu'il va déporter quand il voudra en fait mettre fin au contrat de travail. Donc, évidemment, implication en termes de droit, l'institution de la kafala crée une hiérarchie du coup entre les nationaux et les étrangers. Ça crée ce qu'un auteur appelé Longva appelle une dépendance structurelle du travailleur étranger vis-à-vis de son employeur sponsor. Donc, en théorie, ça peut donner lieu à une privation de droit. Mais également, l'institution de la kafala est liée à ce qu'on appelait la marchandisation des migrations, parce que le sponsorship, au moins dans sa forme théorique, contribue à l'accroissement du nombre de migrants. Jusqu'à récemment, le sponsor pouvait tirer un revenu de la vente de visas libres, c'est-à-dire, maintenant c'est quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire que le sponsor pouvait faire payer des étrangers pour leur donner la possibilité en fait, de venir s'installer et travailler dans un pays du Golfe. Et il pouvait donc générer un revenu de son entremise pour permettre aux étrangers d'entrer et de travailler dans la région. Donc, quand ça génère un revenu, évidemment, c'est tentant d'en faire venir beaucoup d'étrangers. Donc, ça mène à une augmentation du nombre de migrants. Mais également, ça va déconnecter la question de l'emploi effectif de celle du travail, puisque le sponsor, dans les faits, n'emploie pas forcément lui-même tous les migrants qui va sponsoriser. Un certain nombre vont être employés par d'autres personnes ou même vont se retrouver, si ça se trouve, au chômage. Donc, le sponsorship contribue effectivement à la marchandisation de l'immigration dans les pays du Golfe. Mais ça, c'est en fait un peu en théorie. Quand on regarde la réalité, elle est un petit peu plus subtile. On ne peut pas simplement opposer la situation des étrangers à celle des nationaux. Parce que même si effectivement tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur niveau de qualification, quelle que soit leur profession ou leur statut, sont soumis à l'obligation du parrainage, donc de la kafala, dans les faits, les travailleurs migrants ne forment pas une communauté homogène, ils sont extrêmement divisés par niveau de qualification, par nationalité et par origine. Par exemple, si on regarde le niveau de qualification, ça va avoir une influence sur la situation des migrants et la façon dont le processus d'immigration est organisé. Par exemple, les travailleurs qualifiés, en général, vont arranger eux-mêmes leur recrutement. Ils vont s'adresser à des agences spécialisées. Ils vont aussi fonctionner énormément par relation, par bouche à oreille, en faisant appel à leurs amis et aux membres de leur famille. Ils vont répondre eux-mêmes à des offres. Alors que les travailleurs peu qualifiés, qui ne connaissent pas l'arabe, qui ne connaissent pas la région, en général sont recrutés en groupe et donc, du coup, ils ont beaucoup moins de contrôle que les personnes très qualifiées sur les conditions de leur emploi et sur les termes, évidemment, de leur contrat de travail et aussi quand il s'agit d'accords bilatéraux d'emploi, sur les termes de ces accords bilatéraux qui sont généralement qui sont pas très, très favorables et qui donnent peu de droits sociaux aux migrants. Également, il y a une ségrégation des emplois par origine régionale et même par nationalité. Quand on regarde les statistiques, en fait, on voit que les Occidentaux et les Moyen-Orientaux, en majorité, sont employés dans des postes qualifiés et très qualifiés. Donc on a des exemples, par exemple, pour Dubaï. En 2011, donc, 94% des Occidentaux, quand je dis Occidentaux, c'est Européens, Américains du Nord, Australiens, 94% de ces Occidentaux travaillaient dans des postes très qualifiés. Pour ce qui était des populations arabes, c'était 60% des populations, des expatriés originaires des pays arabes qui travaillaient, qui étaient employés dans des postes très qualifiés. Quand on regardait la population asiatique, ça tombait à 23% seulement des Asiatiques employés dans des postes très qualifiés. Pour ce qui était des Africains subsahariens, c'était seulement 11%. Donc, il y a également ce qu'on peut remarquer, mais ça, c'est pas forcément dans les chiffres, c'est plutôt en faisant du terrain qu'on voit ça. Il y a une concentration de certaines nationalités dans certains secteurs économiques.
Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a quelques chiffres qui circulaient sur le profil des Égyptiens. Les Égyptiens sont quelquefois très qualifiés, quelquefois peu qualifiés, mais globalement, ils sont concentrés dans des emplois techniques de niveau intermédiaire, par exemple comptabilité, marketing, mais ils sont également présents dans tout ce qui est agriculture et élevage. Quand on va aux Émirats arabes unis, régulièrement, on entend que les métiers de la finance sont connus pour employer beaucoup d'Indiens et de Libanais. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que les travailleurs étrangers sont très divisés par secteur d'emploi, par niveau de qualification et par origine régionale. Donc, pour donner un exemple très simple, on voit pas, il n'y a pas grand-chose de commun, on va dire, entre un travailleur en col blanc d'origine originaire d'Europe de l'Ouest et une travailleuse domestique africaine. Ils sont tous les deux soumis à la kafala, mais le premier, évidemment, aura beaucoup plus de possibilités de négocier ses conditions d'emploi et de vie sur place. Il sera mieux soutenu par les autorités de son pays d'origine si jamais il veut quitter le pays, par exemple, contre l'avis de son sponsor. Alors que là, une travailleuse domestique, elle est soumise au bon vouloir de son employeur et elle a d'autant moins de possibilités de s'adresser à ses représentations diplomatiques s'il y en a dans le pays où elle travaille, parce que ce sont des pays pauvres qui sont généralement très dépendants et politiquement et financièrement des pays du Golfe qui négocient assez durement les conditions d'emploi de ces nationaux. Pardon, je vais trop vite. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que les étrangers sont d'autant plus divisés, en fait, qu'il existe une ségrégation même des salaires par origine dans les pays du Golfe. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres régions du monde. Ici, donc, vous voyez que en rouge, ce sont les populations, les travailleurs asiatiques. En vert, ce sont les travailleurs arabes. En bleu, ce sont les travailleurs occidentaux. Donc, on voit que dans toutes les professions qui sont représentées ici comme exemple, les asiatiques sont payés moins à travail égal que les arabes et les occidentaux. C'est une ségrégation qu'on retrouve dans tous les pays du Golfe. Donc, quelle est la raison qui est donnée en fait à cette ségrégation par nationalité des différences par salaire? En général, c'est justifié par la variation des salaires de référence en fonction du pays d'origine du travailleur migrant. Donc, pour être attractifs, les salaires dans le Golfe doivent être plus élevés, évidemment, que dans les pays d'origine des travailleurs. Mais seulement, ils ont besoin seulement d'être plus élevés en proportion du salaire du pays d'origine. C'est-à-dire qu'un salaire qui va être considéré comme trop bas par un occidental, qui donc aura un salaire de référence plus élevé, va rester quand même attractif pour un expatrié qui est originaire d'Asie. Donc ce salaire, même relativement bas, va être suffisant pour l'attirer dans les pays du Golfe. Donc, en fait, il y a une sorte de loi du marché qui s'applique dans l'emploi des étrangers et dans la définition des nationalités qui vont être ciblées par les employeurs. Et cette loi du marché, en fait, ça contribue à une hiérarchisation des nationalités en fonction du rapport coût-bénéfice, si on peut dire, pour l'employeur. Et ce rapport coût-bénéfice, en fait, va être une variable d'ajustement pour les recruteurs. Par exemple, depuis 2015, on a vu une chute des prix du pétrole, on a vu l'amorce d'une sorte de récession économique aussi dans la région. Et dans le même temps, beaucoup d'Occidentaux, qui étaient donc payés plus cher par leurs employeurs, ont été obligés de quitter le Golfe depuis cette période, parce que les employeurs considéraient qu'ils étaient trop chers à employer. Et beaucoup d'Occidentaux, voire même d'Arabes, qui sont également payés un petit peu plus cher, ont été remplacés par des travailleurs asiatiques dans beaucoup d'entreprises de la région. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette ségrégation financière, elle va avoir des conséquences importantes sur les conditions de vie des travailleurs et sur la composition démographique des pays, des communautés étrangères. Pourquoi ? Parce que c'est le critère financier qui va conditionner la possibilité du regroupement familial. Par exemple, aux Émirats arabes unis, il faut un salaire moyen de 3 000 à 4 000 dirhams pour avoir le droit de faire venir sa famille. Donc ça correspond à de 720 à 1 000 euros par mois. Et dans les faits, quand on regarde l'échelle des salaires des étrangers, ça va exclure plus de 50% des migrants
qui sont installés aux Émirats arabes unis de la possibilité de faire venir leur famille, puisqu'ils sont payés en fait moins de 720 € en moyenne par mois. Donc dans les autres pays comme le Koweït, ça va être à peu près entre 1 300 et 1 900 €. Au Qatar, c'est aussi 1 900 €. Donc tous les étrangers qui sont payés moins de cette somme n'auront pas l'accès au regroupement familial et devront rester tout seuls dans le pays d'accueil. Alors, évidemment, ça montre qu'il y a une énorme quantité de contraintes qui s'exercent contre les migrants et contre leur installation dans les pays du Golfe. Alors, est-ce que ces contraintes, en fait, fonctionnent vraiment ? Est-ce que réellement, il n'y a pas du tout de signe d'une installation des migrants dans les pays du Golfe ? Quand on regarde, en fait, la composition par groupe d'âge, composition des différents groupes d'âge par nationalité, donc là, c'est la proportion d'étrangers par groupe d'âge dans chacun des 6 pays, on s'aperçoit en fait qu'on a quand même un quart des 0-14 ans dans la région qui sont des étrangers. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la région. Au Qatar et aux Émirats, en fait, une majorité des enfants de moins de 15 ans est étrangère. Ça va de 58% au Qatar à 61% aux Émirats. Au Koweït, c'est presque la moitié des enfants de moins de 15 ans en fait, qui sont des étrangers et dont une bonne partie sont nés dans le Golfe. Et même quand on regarde les personnes âgées, pour le coup, des personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite, donc en principe, on se serait attendu, vu les conditions d'accueil dans les pays du Golfe, à ce que ces personnes soient retournées dans leur pays d'origine. Eh bien, en fait, non. Au Bahreïn, on voit que parmi les plus de 65 ans, il y a 30% d'étrangers. Aux Émirats, c'est 39% d'étrangers. Au Koweït, 44%. Et même presque la moitié des personnes âgées du Qatar sont en fait des étrangers. Donc, ça donne l'impression finalement qu'il y a quand même une sorte d'installation d'une partie des étrangers qui a été possible dans ces pays, malgré toutes les contraintes qui étaient posées à leur installation. Il y a aussi un certain nombre de politiques qui ont été mises en place, pour être honnête, surtout jusqu'à la fin des années 2000, qui devraient permettre une meilleure intégration de certaines catégories d'étrangers. Par exemple, les enfants de mères originaires du Golfe, enfin citoyennes du Golfe et de pères étrangers, dans la plupart des pays, ont maintenant un statut particulier et ont l'accès à une résidence permanente. C'est le cas aussi pour des hommes étrangers dans certains pays qui sont mariés à des citoyennes. Il y a aussi des possibilités d'avoir des résidences permanentes en fonction du niveau de qualification, en fonction des services des pays comme le Qatar, ce qu'ils appellent les services rendus à la nation. En Arabie Saoudite, par exemple, il y a eu des efforts de naturalisation des résidents de long terme les plus hautement qualifiés. En 2004, il y a une loi qui a été passée à cet égard. En 2011, on a introduit un visa qui est le visa scientifique et expert, qui aussi permet une résidence de long terme. Et alors, depuis 2015, l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui a lancé ce genre de politique. Ils ont annoncé la mise en œuvre d'un système de permis spécial de résidence illimitée, qui serait en fait comparable à la carte verte américaine. Donc ça s'adresse aux investisseurs étrangers et aux experts hautement qualifiés. Les bénéficiaires obtiendraient une résidence permanente en Arabie Saoudite. Ils seraient dégagés de l'obligation de la kafala. Ils pourraient également acquérir des biens immobiliers, fonder des entreprises sans la nécessité d'avoir un partenaire saoudien. Ils auraient accès aux services de santé, aux services sociaux gratuits au même titre que les Saoudiens. Le critère d'attribution étant bien sûr le niveau de qualification, mais aussi les possibilités d'investissement en Arabie Saoudite pour un coût annuel de à peu près 4 000 $. Également, il y a beaucoup de discussions, de plus en plus de discussions justement sur la possibilité ou l'opportunité ou non de naturaliser les étrangers qui sont nés dans les pays du Golfe, en particulier en Arabie Saoudite. Il y aurait, en Arabie Saoudite, on estime qu'il y a à peu près 30 000 ressortissants indiens qui sont nés en fait en Arabie Saoudite. Et donc, on a de plus en plus de débats populaires dans les journaux même de la part de Saoudiens qui militent pour l'acquisition de la nationalité pour ces personnes nées dans la région. Alors, malgré ces quelques avancées, on peut dire, en quelque sorte, qui permettent l'installation de quelques étrangers dans la région, le contexte des années 2010 a signalé un petit peu un espèce de recul, et ça a accentué les enjeux des migrations.
Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 2000, début des années 2010? On a vu l'émergence du chômage des nationaux. Et le chômage des nationaux, en fait, il a une portée politique assez importante parce que la stabilité politique dans les pays du Golfe repose en fait sur la redistribution rentière des revenus du pétrole par les régimes aux citoyens. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'une redistribution sous forme par exemple, d'éducation gratuite, de santé gratuite, le régime est en droit de réclamer la docilité politique en fait, des citoyens. Alors que quand il y a du chômage, justement, ça montre que cette rente s'est érodée et la redistribution ne fonctionne plus. Donc, le chômage a en fait une portée politique. Les raisons, alors le chômage, bon, il atteint, c'est quand même assez important. On a des chiffres, par exemple, pour même pour les Émirats arabes unis, qui sont un petit pays avec une économie extrêmement vive. On a 9% de la population totale qui est au chômage en 2005 et 17% chez les jeunes. En Arabie saoudite en 2013, 12% de chômage dans l'ensemble de la population, 30% chez les jeunes de 15-29 ans. Chez les hommes, c'est 17%, mais chez les femmes, ça atteint 60%. 60% des jeunes femmes qui veulent travailler ne le peuvent pas. Donc pourquoi l'émergence du chômage ? Les générations qui sont arrivées sur le marché du travail à la fin des années 2000 sont en fait les héritiers des très hautes fécondités du passé. Donc il y a une hausse régulière du nombre d'entrants sur les marchés du travail. Les secteurs gouvernementaux recrutent beaucoup moins puisqu'ils essaient de rationaliser donc leurs économies. Et les secteurs gouvernementaux étaient le débouché des citoyens, en particulier des diplômés. Et là maintenant, voilà, plus de possibilités de travail pour le gouvernement. Et le secteur privé reste peu attractif pour les nationaux parce qu'il emploie essentiellement des étrangers, donc dans des conditions de travail pas excellentes et avec des salaires relativement bas. Également, un autre élément du contexte qui va changer au début des années 2010, c'est l'émergence des craintes sécuritaires à la suite du déclenchement des révoltes arabes de 2011, qui ont donné lieu donc à des renversements de régime dans beaucoup de pays arabes de la région. Et les sociétés du Golfe sont tétanisées à l'idée que, en fait, cette sédition politique les contamine et que les Saoudiens en particulier soient tentés d'essayer de renverser leur gouvernant. Et aussi, bon, une autre chose un petit peu sensible politiquement, l'Arabie et les Émirats arabes unis, par exemple, sont les plus impliqués dans les dynamiques politiques régionales. Par exemple, l'Arabie saoudite a contribué au renversement du gouvernement de Mohamed Morsi en Égypte en 2012, qui était un gouvernement frère musulman. Les conflits régionaux en Syrie, au Yémen, au Bahreïn sont quand même impliquent assez fortement tous ces pays du Golfe. Donc on sent l'émergence d'une instabilité politique ou d'une possibilité d'une instabilité politique. Donc dans ce contexte, quels sont les nouveaux enjeux en fait de la taille, de la structure et du profil des expatriés ? Bon, déjà les enjeux démographiques et sociaux. Pas seulement la surreprésentation des hommes seuls, qui pose toujours un problème, on va dire, pour les sociétés du Golfe, qui sont extrêmement méfiantes de ces grandes populations d'hommes essentiellement asiatiques. Il y a aussi, évidemment, la question du déséquilibre démographique qui est discuté à longueur d'articles de journaux dans tous les pays de la région, mais essentiellement aussi les plus petits. La question du déséquilibre démographique entre les nationaux et étrangers, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Globalement, les nationaux sont en minorité dans leur propre pays et certaines nationalités individuelles sont plus nombreuses même que les communautés nationales. Donc l'effectif de certaines nationalités va poser un gros problème politique. Mais également, les modalités d'emploi des étrangers en fait, posent aussi beaucoup d'enjeux économiques et des enjeux liés à des questions d'économie politique. Les pays du GCC réalisent à la fin des années 2000 que leurs économies sont fondées sur des activités qui sont peu qualifiées, qui demandent beaucoup de main-d'œuvre et qui est une main-d'œuvre relativement peu payée. Donc, ces activités ne sont pas attractives pour les nationaux et c'est ça qui contribue en fait à augmenter le chômage des jeunes du Golfe. La structure de la main-d'œuvre par origine et par nationalité également
Elle répond aux logiques économiques des employeurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont recruter plus de travailleurs qui seront moins coûteux, c'est-à-dire qu'ils vont aller les chercher dans les pays où les salaires de référence vont être les plus bas. Mais du coup, ça contribue à gonfler le nombre des étrangers parce qu'on aura donc plus de travailleurs payés moins au lieu d'avoir peu de travailleurs mais mieux payés et employés dans des meilleures conditions. En particulier, le sponsorship limite aussi la possibilité pour les gouvernements de contrôler un petit peu les modalités des recrutements et d'organiser le marché du travail. C'est-à-dire que la kafala, comme j'ai dit tout à l'heure, elle délègue aux employeurs eux-mêmes la gestion du marché du travail. Donc ça veut dire que les gouvernements se retrouvent devant une résistance des employeurs qui refusent en fait d'accepter les tentatives des gouvernements de rationaliser leur marché du travail. Donc, en conséquence, les migrants et les politiques migratoires, à partir du début des années 2010, sont devenus plus que jamais un enjeu de sécurité pour les régimes du Golfe. Donc, à partir de 2011, on va mettre en place un ensemble de politiques à l'égard des étrangers qui sont axés autour de la représentation de l'étranger comme enjeu de sécurité. Donc, enjeu de sécurité, ça veut dire quoi ? L'étranger menace l'accès à l'emploi des nationaux et également, il constitue une menace sociopolitique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, enjeu du nombre, risque d'infiltration des conflits régionaux et risque d'infiltration des idéologies politiques qui pourraient être hostiles au régime en place. Donc, les politiques menées vont s'articuler autour de ces deux grands thèmes. D'un côté, on a un ensemble de politiques qui visent à encourager la nationalité de la main-d'œuvre. Alors, ce sont des nouvelles politiques qui, en fait, cherchent à surmonter la résistance des employeurs et des milieux d'affaires qui s'opposent depuis les années 90 aux politiques de nationalisation de la main-d'œuvre. En fait, tous les pays du Golfe, depuis les années 90, ont cherché à nationaliser la main-d'œuvre dans les marchés du travail. Mais les employeurs ont toujours refusé, ont toujours résisté. Donc, manque de succès jusqu'à la fin, au début des années 2010. À partir du début des années 2010, partout, ces politiques deviennent extrêmement volontaristes et les gouvernements vraiment mettent en place des politiques qui sont beaucoup plus fermes et beaucoup plus sophistiquées, on va dire. Donc on a un certain nombre de mesures, donc comme on voit à gauche, qui sont un peu positives, qui cherchent à inciter à l'emploi des nationaux. Donc on encourage les employeurs à créer des emplois, on les encourage à les payer, à augmenter les salaires, en particulier dans le secteur privé. Les pays du Golfe mettent aussi en place des plans de développement très ambitieux qui cherchent à faire de leur pays en fait des creusets d'innovation technologique, en particulier dans les domaines des technologies de l'information. C'est tout ce qu'on, par exemple, le projet Vision 2030 en Arabie Saoudite. Donc toutes ces mesures d'attraction de l'innovation sont censées stimuler les jeunes du Golfe et les attirer vers l'emploi. Il y a aussi un ensemble de mesures qui sera plus contraignante pour les employeurs et pour les employés étrangers. Donc la plus emblématique de toutes, c'est celle qui est menée en Arabie Saoudite, le programme NITA 4 de saoudisation des emplois. Donc c'est un programme qui n'applique pas des quotas de saoudisation. Donc la saoudisation, c'est la proportion minimale d'employés saoudiens à atteindre dans une entreprise. Elle va varier en fait selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, les objectifs de saoudisation déjà atteints, le taux de rétention des travailleurs, beaucoup d'autres facteurs. Donc ça va combiner l'incitation à l'emploi des Saoudiens avec des sanctions en cas d'échec. Il y a aussi certains secteurs d'emploi qui sont carrément interdits aux étrangers. Donc ça va être par exemple les secteurs de la vente au détail, la banque. Maintenant, on n'a plus le droit d'employer des étrangers là-bas. Les secteurs gouvernementaux au Koweït et en Arabie Saoudite n'acceptent plus non plus l'emploi des étrangers. Alors, il y a tout un tas d'autres mesures, je ne vais pas forcément les détailler toutes. Augmentation du coût de l'emploi des étrangers, les visas coûtent de plus en plus cher, les permis de travail aussi coûtent de plus en plus cher. Il y a aussi des taxes qui ont été appliquées sur les membres des familles des étrangers. On essaie de plafonner la durée de présence des étrangers dans les différents pays.
Aussi, il y a un certain nombre de réformes du parrainage qui visent justement à favoriser la possibilité pour les États d'avoir un meilleur contrôle sur la structure des marchés du travail. Donc partout, en fait, le parrainage a été grignoté un petit peu et le contrôle total des employeurs sur les modalités de l'emploi des étrangers n'est plus aussi absolu qu'il était avant les années 2010. Alors évidemment, ces politiques sont pas forcément elles n'ont pas un succès absolument fou. En théorie, effectivement, on voit qu'il y a des chiffres qui indiquent que plus de Saoudiens qu'auparavant travaillent dans le privé, par exemple. Mais en réalité, ce serait ce qu'ils appellent une saoudisation fantôme, c'est-à-dire que des employés sont inscrits comme étant comme travaillant effectivement dans une entreprise, mais dans les faits, ils travaillent pas. Ce sont toujours des étrangers qui occupent ces emplois. Depuis l'ensemble de toutes ces mesures de nationalité de la main-d'œuvre, de toutes ces taxes, pénalités qui ont été appliquées et de toutes ces contraintes qui ont été mises à l'emploi des étrangers, il y a à peu près 800 000 étrangers et leurs familles qui ont quitté l'Arabie Saoudite, par exemple, entre 2007 et mi-2018. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui quittent finalement la région du Golfe, qui devient moins attractive. Il y a un autre ensemble de politiques qui vise à sélectionner les étrangers en fonction de leur profil et à limiter leur nombre. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces politiques qui visent à favoriser l'immigration la plus qualifiée, donc donner la priorité aux expatriés à haute valeur ajoutée. Effectivement, dans tous les pays, on voit que les immigrés hautement qualifiés en fait gagnent en importance dans tous les pays. Il y a aussi, par contre, il y a un autre ensemble de mesures qui est pour le coup qui cherche à limiter l'accès aux pays du Golfe à certaines nationalités, donc la mise en place de quotas et de suspension de certaines nationalités. C'est des politiques qui ont été mises en place depuis déjà un certain nombre de décennies, mais c'est vrai qu'elles ont été ranimées à partir des années 2010. Par exemple, le Koweït a un plan de limitation du nombre des travailleurs étrangers et il cherche à renvoyer 1,25 million, 1,250 000 étrangers d'ici 2025 vers leur pays d'origine pour justement essayer de mettre en place un équilibre entre le nombre de Koweïtiens et le nombre d'étrangers. Donc l'idée, c'est de lutter contre les déséquilibres démographiques et de limiter la taille des communautés étrangères et de faire en sorte que les nationaux soient en fait la minorité la plus nombreuse. Ce qu'ils cherchent aussi à faire, c'est diluer les concentrations de certaines nationalités en accueillant plus de travailleurs d'autres régions, comme on a vu tout à l'heure. On va essayer au lieu d'Asiatiques qui sont très nombreux, on va essayer de faire venir, par exemple, des Africains pour travailler dans le domaine domestique. On a aussi certaines nationalités ont été bannies brutalement. Par exemple, les Bangladeshis ont été interdits d'accès en Arabie Saoudite à partir de 2009. Le Bangladesh n'a pas reçu d'explication, mais on pense que c'est à cause du fait qu'ils étaient très nombreux en Arabie Saoudite. L'introduction de quotas ou l'interdiction de certaines nationalités va servir aussi à lutter contre les revendications des travailleurs migrants, c'est-à-dire que dès qu'une ambassade, par exemple, c'est arrivé avec les Philippines, commence à revendiquer une augmentation de salaire, un meilleur traitement pour ses ressortissants, du coup, le pays récepteur va considérer qu'on arrête de recevoir des ressortissants de ce pays-là parce qu'ils n'ont pas à faire des revendications. On va prendre à la place un autre pays dont les ressortissants seront plus dociles. Également, il y a eu certains scandales, par exemple un assassinat par une domestique éthiopienne d'un petit bébé dont elle s'occupait. C'était un accident. À partir de là, les domestiques éthiopiennes au Koweït sont complètement bannies et on n'en recrute plus. Il y a également des politiques qui sont aussi beaucoup plus dures, c'est les campagnes de déportation massive des résidents et des travailleurs qui sont en situation administrative irrégulière. Bon, c'était pas la situation administrative irrégulière n'était pas vraiment un problème jusque dans les années 2000. À partir des années 2010, c'est devenu une question de sécurité. Donc tous les pays de la région ont mis en place des déportations vraiment massives. Ils ont fait des grandes opérations de police pour
Oui, pour donc comment dire, mettre en prison et ensuite déporter tous les travailleurs en situation irrégulière. Il y a aussi, ça atteint jusqu'à plusieurs millions en Arabie Saoudite, par exemple. Et il y a également, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ces campagnes de lutte contre l'immigration irrégulière sont en fait un moyen de renforcer le traitement sécuritaire de l'immigration dans ces pays-là. Donc, en particulier, par exemple, en Arabie Saoudite en 2013, ici, on a eu une campagne massive de déportation des résidents en situation irrégulière. Donc, il y a à peu près 1 million de travailleurs qui ont quitté le pays. Ici, sur le graphique, on voit que la courbe de l'évolution de la migration nette, en fait, elle va toucher certains nationaux et pas d'autres. Là, on a donc simplement les pays arabes. Ce qu'on voit, c'est que la migration nette des Égyptiens, par exemple, des Libanais, a beaucoup diminué, alors que celle d'autres nationalités n'a pas beaucoup diminué. Alors, la raison qu'on peut en trouver, c'est que, par exemple, les Égyptiens, comme les Libanais, les Égyptiens en particulier, donc, ont renversé le régime le régime de président Moubarak, qui était un allié de l'Arabie Saoudite. Donc, en représailles, les Égyptiens ont été beaucoup plus ciblés que d'autres nationalités, comme étant en situation irrégulière. Donc, il y a eu beaucoup d'Égyptiens qui ont été chassés d'Arabie Saoudite. Ça a été le cas aussi aux Émirats arabes unis. On a toutes les chiites, les Libanais chiites, on les a accusés des soutiens du Hezbollah, et donc en collusion avec l'Iran, qui est en difficulté politique avec la région du Golfe. Donc, ces personnes ont été déportées souvent brutalement. Donc, on peut se demander effectivement si ce ciblage des ressortissants des pays touchés par les révoltes, en fait, c'est le signe que ces monarchies du Golfe craignent vraiment l'importation de la sédition politique dans le Golfe. Donc, comme on le disait à l'époque où cette campagne a été menée, l'Égypte était gouvernée par les frères musulmans, donc avait été élue en 2012, et ensuite, en 2013, les Saoudiens ont contribué au renversement du régime de Mohamed Morsi. Donc on peut se demander si finalement c'était pas une opération politique qui visait à montrer à Morsi que si il quittait pas le pouvoir, et ben les ressortissants égyptiens ne pourraient plus ou plus difficilement rentrer dans le Golfe. Donc on voit ici en fait s'il y a une stigmatisation de certaines nationalités sous prétexte de lutter contre l'immigration irrégulière. Donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que la présence des migrants étrangers est de plus en plus politique. Elle est gérée de façon de plus en plus politique et de plus en plus politique au fur et à mesure du temps. Donc c'est un enjeu, la migration devient un enjeu de sécurité domestique, donc lutter contre le chômage des nationaux. Un enjeu également de sécurité intérieure, la crainte du débordement démographique, crainte d'une importation de questions politiques, crainte d'une extension des conflits régionaux aux pays du Golfe, donc l'introduction du terrorisme et autres. Alors pour l'avenir, qu'est-ce que peuvent les pays du Golfe se retrouvent face à un dilemme? Il faut adapter l'immigration aux nouveaux besoins de l'économie, en particulier le développement de l'économie de la connaissance, mais en même temps, il faut essayer d'éviter d'accorder de nouveaux droits aux étrangers. Donc on peut se demander si finalement, ils ne sont pas en train de limiter le nombre d'étrangers qui vient travailler dans le Golfe. En retour, moins d'étrangers, on pourra leur accorder plus de droits. Également, on voit une pénalisation de certaines nationalités, comme j'ai dit, en particulier les Égyptiens, parce que c'est un vrai problème, parce que le Golfe est le premier débouché pour les travailleurs égyptiens. Et on voit aussi se développer une diplomatie migratoire, en vertu de laquelle la migration se trouve inclue dans tout ce qui est les questions de haute politique. Et l'accueil ou le rejet de certains nationaux va dépendre en fait des relations politiques entre les pays d'origine et destinataires. Donc c'est pas nouveau, on avait déjà vu ça au moment de la première guerre du Golfe, quand le Yasser Arafat avait tenu des propos plus ou moins favorables à l'invasion irakienne du Koweït. Très rapidement, tous les Palestiniens, donc 350 000 résidents palestiniens du Koweït, avaient été rejetés du Koweït et chassés vers la Jordanie et la Palestine. Donc, le Koweït cherchait à montrer qu'il s'est vengé en fait sur les ressortissants palestiniens pour les punir en quelque sorte des propos de leurs leaders. Et l'Arabie Saoudite avait fait la même chose avec les Yéménites. 800 000 Yéménites avaient été chassés d'Arabie Saoudite parce que le président yéménite à l'époque avait
manifester quelques soutiens à l'opération irakienne au Koweït. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que l'immigration dans le Golfe devient de plus en plus politique. J'aurais aussi mon question. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est qu'il y a quand même un moyen très simple d'augmenter les nationaux, c'est d'avoir des politiques de natalité. Alors, est-ce que c'est le cas dans les pays du Golfe ? Oui, les pays du Golfe sont des pays natalistes, effectivement. Après, les politiques natalistes font ce qu'elles peuvent. Effectivement, dans des pays comme le Qatar, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite. Mais de fait, même si la fécondité reste relativement élevée dans ces pays-là, quand on compare pour des pays de niveau de développement humain équivalent, ils ont effectivement une fécondité relativement élevée. Mais cette fécondité baisse malgré tout. Donc les politiques ne font pas tout. C'est aussi Et elle baisse pourquoi ? Elle baisse parce que les femmes sont de plus en plus éduquées et qu'il y a des modèles qui font que même les pays du Golfe cherchent à avoir des familles de plus petite taille. Merci Madame pour les graphiques extraordinaires. J'ai des petites questions. La kafala, c'est une vieille tradition bédouine. Je pense. Les Américains, je pense, ne sont pas soumis à la kafala, non ? À ma connaissance, toutes les nationalités sont soumises à la kafala. Tout le monde est... Ah bon ? À vérifier. Il y a... je voulais vous demander à propos de la présence des étrangers dans les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des étrangers dans la police pour maintenir l'ordre Alors, dans la police, je ne saurais pas vous dire. Dans l'armée, oui. Un pays comme le Bahreïn, par exemple, recrute beaucoup d'étrangers, des sunnites, et leur donne même le Bahreïn est le seul pays du Golfe qui naturalise un grand nombre d'étrangers, justement, et il intègre des étrangers sunnites dans son armée, parce que il y a un des problème mercenaires. Le gouvernement, enfin le régime en place au Bahreïn est un régime sunnite, gouvernant une majorité chiite. Et le régime veut justement étoffer un petit peu son poids démographique. Et c'est le Bahreïn, le seul pays qui naturalise des étrangers sunnites et les incorpore dans son armée. La police, je ne saurais pas vous dire. Et dernière question, il y a un secteur d'activité qui marche très très bien, mais qu'on ne voit pas dans les statistiques. C'est celui de la prostitution. On apprécie beaucoup des jeunes femmes, coiffeuses entre guillemets, recrutées, mais par milliers dans les pays d'Afrique du Nord. Oui, ça existe effectivement, oui. Oui, moi je voulais poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui. Deux questions et faire une remarque aussi. Bon, dire que par exemple au Qatar, alors je ne sais plus jusqu'à quelle année, mais il y avait en particulier des Palestiniens dans la police. Oui. Dire aussi que les Palestiniens quand même ont un statut particulier dans tous ces pays du Golfe et ils restent très très longtemps. Moi je connais des familles qui sont là depuis 1948 oui. et qui ont des postes très importants même dans l'administration. Il faut dire qu'ils ont participé à l'élaboration politique et économique du Koweït. Ensuite, par rapport aux naturalisations, je sais que le Bahreïn a fait souvent appel aux Yéménites pour justement contrebalancer l'équilibre entre chiites et sunnites. Je confirme que la kafala concerne tout le monde, y compris les Américains. Bon, mais j'ai deux autres questions. Vous avez parlé des réfugiés yéménites, 300 000 en Arabie Saoudite, mais c'est à quelle époque et à l'heure actuelle, où sont-ils? Quels sont ces Yéménites? Je suis quand même très surprise de voir ce nombre important. Alors, je sais que pendant longtemps, ça a été une terre d'immigration, mais je pense que depuis quelques années, c'est plus le cas. Effectivement, c'est très paradoxal de voir que l'Arabie Saoudite mène une guerre au Yémen qui provoque des réfugiés et qu'une partie de ces réfugiés, en fait, est accueillie en Arabie Saoudite. C'est très paradoxal, mais c'est les chiffres de cette organisation charitable qui dépend du gouvernement. C'est même plus que 300 000, je crois que c'est quelque chose comme 600 000, et à peu près 300 000 Syriens. Mais effectivement, oui, c'est très bizarre que l'Arabie Saoudite, finalement, entretienne des réfugiés qu'elle contribue à créer.
et à façonner, c'est vrai. Pour ce qui est des nationalités dont vous parliez, effectivement, les Palestiniens sont parmi les rares nationaux, entre guillemets, qui ont une présence longue dans le Golfe. C'est vrai qu'il y a une sorte de tolérance, en particulier en Arabie Saoudite, vis-à-vis des Palestiniens, qui arrivent à reproduire de génération en génération une présence. Dans certains pays comme les Émirats, on leur a même proposé dans les années 80 la naturalisation. Certains l'ont prise, certains ne l'ont pas prise. Au Koweït, c'est pareil. Jusque dans les années 80, on pouvait avoir accédé à la naturalisation, et ça s'est ensuite, c'est devenu beaucoup plus difficile plus tard. Donc, et ensuite, une dernière question, c'est sur les personnes dont vous avez parlé qui résident toujours dans ces pays, oui. Soit des enfants, soit des personnes âgées. Je suppose quand même que ce sont des descendants de travailleurs qui appartiennent aux catégories très qualifiées, parce que je ne vois pas très bien comment ils peuvent rester sur place s'ils n'ont pas des salaires qui correspondent au niveau de vie du pays. Alors, est-ce qu'on a des informations précises sur les nationalités, sur les secteurs professionnels de ces gens-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les statistiques qui concernent le Golfe, il n'y a pas de statistiques sur les nationalités individuelles, en particulier pour l'Arabie Saoudite, qui est quand même le gros poids lourd démographique de la région. Donc c'est très difficile de faire une analyse nationalité par nationalité. Oui, il y a des chances que ce soit des personnes qui ont une sorte de rente ou un financement personnel, et qui peuvent justement rester au titre des personnes qui payent finalement pour rester dans la région. Après, il y a toujours des arrangements, hein. Il peut y avoir peut-être un kafil assez accommodant qui va prendre sur lui de permettre à une personne, ou encourager, intriguer pour qu'une famille puisse rester sur place. Le kafil n'est pas forcément quelqu'un qui va chercher à exploiter méchamment le travailleur immigré. Donc ça peut être aussi le fait d'un kafil qui prend sur lui de favoriser l'installation d'une famille qui ne peut pas forcément retourner dans son pays d'origine, par exemple. D'abord, je voudrais féliciter Françoise de Belair pour la qualité de son exposé, pour les graphiques, pour tout. Moi, je suis géographe, André Bourget. J'ai vécu 15 ans à Beyrouth, mais après 23 ans à Paris, au Languedoc, où j'ai même été le directeur, le patron des Languedoc. Je voulais vous dire que 2-3 choses. D'abord, pour les étrangers, au XIXe siècle, où l'armée britannique était présente, il y avait déjà des Indiens, des Pakistanais, bien avant le pétrole, vous voyez, je veux dire, il y a l'ouvrage, j'ai oublié le nom du patron, là, qui a fait une géographie du monde en plusieurs volumes, et concernant le Moyen-Orient, il donne des pourcentages, c'est en 1881-82, et je suis frappé par le nombre déjà des Asiatiques, voyez-vous. Puis après, bien sûr, ça s'est beaucoup développé avec le pétrole et tout. Je voulais vous dire que, en ce qui concerne les Yéménites, il y a eu une période où il y avait en Arabie Saoudite plus d'1 million de Yéménites, 1 million et demi même à une période. Vous voyez, ça a beaucoup diminué, mais c'était de loin la première communauté étrangère. Oui. Alors maintenant, bien sûr, c'est les Indiens, les Pakistanais, les Philippins, et ainsi de suite. Vous voyez. Merci. Oui, je voulais vous demander au niveau, est-ce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes? Enfin, j'imagine que c'est selon les pays. Et ma deuxième question, c'est au niveau des protections sociales. Enfin, j'imagine qu'elles sont très limitées. Mais par exemple, la santé, s'il y a les frais de médecins, tout ça, c'est couvert, c'est à la charge des migrants ou c'est selon les pays aussi, j'imagine? C'est en fonction des termes du contrat de travail. Certains employeurs vont fournir la couverture médicale. En général, c'est pour les travailleurs les plus qualifiés, à qui on doit fournir un package attractif pour qu'ils se déplacent vers le Golfe. Après, les travailleurs qui sont dans les, qui logent dans les logements collectifs, effectivement, on sait, il y a eu pas mal de travaux de terrain qui montrent qu'ils sont assez mal soignés et mal traités. Les mariages mixtes, alors c'est un peu difficile parce qu'effectivement, il y a la présence de mariages mixtes, mais c'est vrai que la plupart des mariages, avec les quelques statistiques dont on dispose, on s'aperçoit que le plus gros des mariages, par exemple chez les femmes du Golfe,
ce sont avec des hommes ressortissants d'autres pays du Golfe. La grande majorité des mariages mixtes, c'est avec des ressortissants d'autres pays du Golfe. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, la plupart des pays, des populations, on va dire, traditionnellement originaires du Golfe, ce sont des tribus. Ces tribus se sont sédentarisées à travers plusieurs pays. Donc, une femme koweïtienne qui épouse un Qatari, si ça se trouve, c'est quelqu'un de la même tribu. Alors, pour ce qui est des hommes, les hommes du Golfe, effectivement, épousent de plus en plus des femmes qui ne sont pas originaires de la région. Et là, on peut se demander, mais ça c'est vraiment une hypothèse, moi il faudrait faire un travail de terrain là-dessus, on peut se demander si ce n'est pas justement pour répondre à l'envolée des coûts du mariage qui sont de plus en plus chers dans la région du Golfe comme ailleurs. Et c'est vrai que les classes moyennes et les jeunes qui ne sont pas très riches, parce qu'il y a quand même des familles dans le Golfe qui ne sont pas extrêmement prospères, donc ils vont chercher des femmes, par exemple des Syriennes, des Jordaniennes, voire même des Philippines. Ils répondent il y a des catalogues et des sites web qui permettent de trouver des femmes étrangères. Et c'est des femmes qui vont effectivement demander une dot beaucoup moins chère, parce que dans le Golfe, comme dans le reste du monde arabe, c'est l'homme qui doit fournir ce qu'on appelle un douer à la famille de la femme pour accepter, pour pouvoir l'épouser. Un Saoudien peut épouser une Américaine? Alors un Saoudien, après, dans certains pays, il y a des restrictions politiques. Et c'est vrai que, par exemple, pour les Saoudiens, c'est extrêmement difficile. Il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est toute une procédure, un processus. Quand on regarde les chiffres, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a, je ne sais pas, quelque chose comme 2% des mariages. Enfin, c'est beaucoup moins que, par exemple, je ne sais pas, dans les petits pays comme le Qatar ou le Koweït ou les Émirats, où là, les mariages avec les étrangers sont beaucoup plus nombreux. C'est vrai que certains pays ont mis vraiment des barrières au mariage avec les étrangers, non originaires du Golfe. Merci, bonjour. J'avais une question par rapport à des migrations qui apparemment sont en train de s'activer entre la Corne d'Afrique et le Yémen pour aller se disséminer après vers le reste des pays du Golfe. Et ça, c'est apparemment récent parce que ça a lieu en même temps que le conflit yéménite. Et je voulais savoir un peu quelles étaient un peu les informations qu'on avait sur cette migration et sur les débouchés qu'il y avait éventuellement pour ces personnes. Et voilà, c'est tout, merci. C'est vrai que c'est assez récent, donc c'est dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, de la diversification des nationalités qui est donc mise en place dans les pays du Golfe. Après, c'est vrai c'est pas seulement une demande, c'est aussi une offre. L'Éthiopie, c'est un pays qui a quand même presque 100 millions d'habitants, beaucoup de pauvreté. Les femmes éthiopiennes ont vu un débouché au cours des années 2000 où les pays du Golfe ont commencé à embaucher massivement, en particulier dans les secteurs de services. Donc les Éthiopiennes, ce sont essentiellement des femmes qui traversent le détroit pour arriver qui passent par le Yémen et qui rentrent illégalement en Arabie Saoudite. Beaucoup de Somaliens, beaucoup d'Érythréens aussi se dirigent vers les pays du Golfe. Ils sont poussés par les conflits, mais pas seulement. Il y a aussi, ils sont attirés également par le développement des économies à partir des années 2000. Donc on voit effectivement de plus en plus de ces nationalités de la Corne de l'Afrique qui sont employés dans les différents pays du Golfe. Ils sont de plus en plus visibles. Donc c'est le résultat des conflits sur place, mais aussi le résultat des progrès de l'économie des pays du Golfe après la hausse des prix du pétrole de 2003. Donc c'est une immigration illégale à la base. Beaucoup sont effectivement des migrants illégaux, oui. Et ils arrivent à régulariser leur situation Beaucoup. Apparemment, quand il y a eu en 2013 donc cette grosse opération de police contre les migrants en situation irrégulière, et les Éthiopiens étaient vraiment une des nationalités les plus fortement touchées parce qu'une grosse partie d'entre eux étaient en situation irrégulière. Donc c'est vrai que ça fait partie. Les gens de la Corne de l'Afrique sont souvent en situation irrégulière, en particulier les Éthiopiens. Merci beaucoup. Je trouve ça extrêmement intéressant et instructif. J'ai quand même une petite question, enfin un questionnement plutôt. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de constater que le grand remplacement est en cours dans certains pays du Golfe, mais très avancé même, 70%, 87% d'étrangers dans certains de ces pays.
ça pose la question de la notion de nation, parce que quand on dit nationalisation des emplois, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la couleur du passeport en réalité, mais vous avez commencé à répondre à ça en faisant allusion à la dimension tribale. Est-ce que la solution de tout ça ne serait pas une sorte d'abolition des frontières entre ces pays? Excusez-moi, non, mais c'est la dernière question, on peut dire librement ce qu'on pense. Non, je veux dire, voilà, c'est que il me semble que la notion de nation s'applique peu à certains de ces pays, certainement. Je veux dire, à la limite, le Koweït, encore, c'est une histoire véritable, peut-être Bahreïn aussi, mais les autres, par exemple le Qatar et les Émirats, qui sont ceux qui sont très directement menacés de grands remplacements, il me semble que là, la notion de nation, telle que nous, dans la science politique européenne, on la considère, ne s'applique pas. Il faut peut-être trouver autre chose. Et quand je dis l'abolition des frontières, c'est en fait, elles existent peut-être déjà pas vraiment, en fin de compte. Je me demande comment vous voyez l'avenir de cette affaire. Parce qu'un pays où pratiquement la presque totalité des habitants n'est pas nationaux, entre guillemets, enfin, qui n'a pas la nationalité du pays, à un moment donné, devrait peut-être changer de nom, je ne sais pas. Comment vous voyez la perspective politique à l'issue de ce constat, disons, démographique? C'est une très grande question que, effectivement, tous les spécialistes du Golfe se posent. Alors, pour ce qui est de l'ouverture des frontières à l'échelle du Conseil de coopération du Golfe, ça n'a pas l'air vraiment d'en prendre le chemin, pas tellement. Mais donc, l'idée, justement, comment ces pays font pour résister à cet énorme afflux et séjour, finalement, de personnes qui restent étrangères, c'est justement en les gardant étrangères à l'écart de la société, en séparant les deux sociétés. C'est pour ça que, ce que je disais au début, ce ne sont pas une société, les Saoudiens ne font pas, les résidents en Arabie Saoudite, au Qatar et ailleurs ne font pas une société, ils font deux sociétés. Maintenant, effectivement, on sent que le système se tiraille, ça évolue. Il y a des mesures qui sont prises pour justement favoriser l'accès à la naturalisation, mais c'est des choses qui ne sont pas dites clairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de clientélisme entre les régimes et les nationaux. Donc, les nationaux sont absolument contre l'idée qu'on ouvre la possibilité à des personnes d'origine étrangère, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé gratuite, à l'éducation gratuite. C'est très, très sensible politiquement. Donc, ces politiques sont menées, mais vraiment très discrètement, et en plus, elles sont valorisées par le fait qu'on va effectivement se concentrer vers ce qu'ils appellent des étrangers à très haute valeur ajoutée. Donc là, effectivement, même les nationaux ne pourront pas dire que, on galvaude de l'identité qatari ou autre. Et moi, je pense pas du tout que le Qatar se revendique comme une nation, les Émirats arabes unis aussi, et c'est des régimes qui sont tous très différents, qui ont une histoire différente, qui ont une base sociale et politique différente. Ils sont pas, on ne peut pas du tout voir le Golfe comme un... Enfin, moi, je ne crois pas. Et je pense de toute façon que dans l'ensemble des pays du monde, les pays ont une existence politique réellement. Les frontières sont vraiment créées du politique, complètement. Je sors un peu du sujet. Quel est le problème de l'immigration en Iran ? Là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne travaille pas sur l'Iran. Je ne connais pas. Je pense que les paramètres sont différents, les enjeux sont totalement différents. Il y a une grosse présence de réfugiés afghans, si je me souviens bien, qui pose problème, mais je ne pourrais pas vous donner de détails parce que ce n'est pas du tout mon terrain. Je suis désolée. Dommage. Merci.